Alors, vous avez donc pendant votre carrière présenté plusieurs magazines culturels assez largement, aussi bien à la radio qu'à la télé, aussi bien en presse écrite également. Là, depuis plusieurs mois, vous présentez donc Ce soir ou jamais sur France 2, On peut même dire plusieurs années maintenant. depuis plusieurs années. Alors, quelle était la mission de l'émission? Un concept assez particulier qu'on retrouve très peu ailleurs. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec cette émission? J'ai voulu renouveler l'émission culturelle à la télé. Vous remarquerez qu'il y a des émissions comme ça qui sont tellement emblématiques d'un genre qu'on les imite pendant de nombreuses années par la suite. Apostrophe, animé par Bernard Pivot, a été longuement imité. Encore aujourd'hui, il y a des émissions qui sont calquées exactement sur le dispositif d'Apostrophe, avec 4 ou 6 écrivains qui ont tous écrit un livre à peu près sur le même thème, et chacun parle de son livre, puis ils parlent un peu les uns avec les autres. C'est ce que Pivot avait créé il y a maintenant 34 ans. Donc il y a comme ça des traditions. Il y a eu ça dans les jeux, il y a eu ça dans la variété, il y a eu ça dans l'émission politique. À un moment, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'on pourrait peut-être faire autre chose. Donc moi, je me suis dit, plutôt que de traiter de l'actualité culturelle, pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas aux gens de culture de parler de l'actualité tout court, l'actualité qui concerne tout le monde finalement. Voilà, parce qu'en effet, il parle beaucoup. Un des concepts de l'émission, c'est qu'en fait, on a l'impression que vous parlez assez peu, vous laissez beaucoup de temps de parole à vos invités, ce qui est très rare à la télévision. C'est un parti pris, une manière de voilà, laisser parler les invités pour qu'il en sorte quelque chose. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que ça... Parce que dans les émissions de télévision, il y a des chroniqueurs qui sont là pour rythmer absolument le débat, etc. C'est un défi de vouloir faire une émission sur le service public de grande audience en laissant parler beaucoup des invités qui sont parfois très spécialisés. Aujourd'hui, on a eu un débat sur la Russie avec beaucoup de spécialistes. Je croyais que votre question allait jamais finir. C'est un principe. C'est-à-dire que franchement, moi je regarde jamais la télévision. Donc je ne savais pas qu'on avait absolument l'interdiction de finir ses phrases à la télévision. Je ne savais pas que c'était le principe en cours. On ne finit pas ses phrases à la télévision. L'animateur vous coupe la parole ou termine vos phrases à votre place, etc., etc. Je ne le savais pas, si bien que quand moi j'ai laissé les gens que j'invitais ici finir leurs phrases, ce qui me paraissait la moindre des choses, pour 2 raisons. D'abord, je les invite, si c'est pour les empêcher de parler, c'est quand même bizarre. Et s'ils commencent une phrase, a priori, j'ai plutôt envie de savoir comment elle se termine. Pas toujours, vous allez me dire. Il y en a parfois qui sont ennuyeux, ou alors on ne sait pas où ils vont. Et là, ce soir, effectivement, Andrzej Wajda, le cinéaste, je sais pas, il a dû faire une phrase de 12 minutes, absolument impossible à interrompre. Et ben, je me suis bien gardé de l'interrompre. À un moment, il a sorti une lettre, et là, je lui ai dit quand même s'il était gentil, il n'allait pas nous la lire tout entièrement. Il a souri, il nous a juste dit ce qu'il voulait à dire. Mais j'ai toujours pas compris d'ailleurs où il voulait en venir. Peut-être que si je l'avais pas un peu interrompu, ce que je fais rarement, peut-être qu'il y sera encore, d'ailleurs, et je saurais. Mais bon, c'est tant pis. Je préfère ça. Et ben voilà, Andrzej Wajda a parlé pendant 12 minutes en polonais en plus. Heureusement, il y avait un traducteur. Et ben tant pis, c'est pas si grave. Au moins, c'est Andrzej Wajda. Parfois, il est arrivé dans cette émission qu'il y ait des crétins qui parlent pendant 12 minutes. Et ben tant pis, pareil, je laisse. Et tant pis si les gens zappent et s'en vont. Voilà, ça arrive quelquefois, mais enfin la plupart du temps quand même, les gens sont quand même vachement contents. Et je parle de ceux qui regardent, pas seulement de ceux qui viennent dans cette émission. Les gens sont quand même vachement contents qu'enfin ils entendent la fin de la phrase des gens qu'on invite à la télévision. C'est quand même pas un luxe. C'est quand même, je sais pas. Et alors depuis, c'est vrai, tout le monde me parle de ça comme c'était un truc d'exceptionnel. Et franchement, moi quand j'ai fait ça, je me rendais même pas compte, je pensais que personne m'en parlerait jamais, tellement je trouvais ça normal. Et ben si tout le monde m'en parle, et vous m'en parlez encore au bout de 3 ans. Alors c'est assez, en termes de format, ça change beaucoup avec la précédente émission que vous animiez, Dardar, qui était un format très très court. Vous avez aussi... Je suis obligé de vous reprendre, malheureusement. Je sais bien que vous êtes arrivé, vous n'aviez pas préparé cette interview, vous ne pensiez pas que vous l'auriez, mais Dardar n'est pas ma précédente émission, elle continue toujours. Ma précédente émission, c'est Paris Dernière. D'accord, oui, Paris Dernière, c'est aussi un autre grand moment. Dardar existe toujours. Il y a un côté, alors sur le plateau, on retrouve un côté un petit peu, un esprit un peu lounge, un côté un peu nuit parisienne, comme sur, alors une sorte d'esprit qui ressemble un petit peu à Paris Dernière. C'était une volonté de votre part? C'était le fait que quand on fait Paris Dernière, comme je l'ai fait pendant 8 ans, qui est dans la rue, dans Paris, on ne me voit pas. Pour moi, les émissions de plateau, comme on les appelle, c'était de la vieille télévision. Je pensais que j'y retournerais jamais. Et puis un jour, on vous propose cette émission, 4 soirs par semaine, ce soir ou jamais, pendant plus d'1 heure. Et vous dites oui, parce que vous dites, si je dis pas oui, je suis vraiment fou. C'était un boulevard.
Ils avaient viré plein de gens pour que j'aie ça. Donc évidemment, vous dites, je ne peux pas ne pas y aller. Et vous dites, mais en même temps, ça va être de la vieille télé. Alors donc, vous rétablissez ce que vous pouvez de la réalité sur ce plateau de télévision. Alors c'est pour ça qu'il y a un bar, c'est pour ça qu'il y a le maquillage, c'est pour ça que j'ai pas de fiche, c'est pour ça que je veux qu'il y ait du réel là-dedans, voilà, que ce soit un peu normal. Moi j'ai vu des fiches à vos pieds. C'est pas des fiches, c'est ce qu'on appelle des anti-sèches, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de questions écrites. Vous verrez souvent, si vous êtes allé sur d'autres plateaux télé, vous verrez très souvent des animateurs avec une fiche dans la main qui posent leurs questions, ou vous ne le verrez pas d'ailleurs parce que c'est pas le filmé, mais c'est comme ça dans le réel. Et bon, moi il n'y a pas ça, donc quand vous me parlez, je vous regarde dans les yeux. Enfin, mon invité, je le regarde dans les yeux, alors que normalement un animateur, pendant que son invité parle, lui il regarde sa fiche pour savoir la prochaine question. Tout ça fait qu'il y a plein de choses qui ne sont pas vraies pour moi sur un plateau télé. J'ai voulu retrouver un peu de cette réalité que j'avais aimée dans Paris Dernière. Donc de là à ce que moi je me gourre, que je sache plus de quoi je veux parler, que je bredouille, que je me trompe dans le prénom de mon invité, etc. Toutes ces parts d'erreur que les autres veulent gommer, et ils ont raison, moi je les endosse en me disant, bah, après tout, c'est ça le réel. Et tous les gens qui ont vu la télé-réalité savent que le réel à la télévision, maintenant, il a une forme, on la connaît cette forme, et il faut s'en approcher. Ça ne veut pas dire être forcément un couillon qui montre ses fesses, mais en tout cas, parler d'une manière un peu spontanée, naturelle, et être à l'égal de ses invités. C'est-à-dire, moi, il n'y a pas de raison que moi j'ai des fiches et qu'eux, ils n'en aient pas. Vous voyez ? Alors par rapport à votre parcours, vous avez donc travaillé dans la presse écrite au début, vous avez commencé avec un magazine qui s'appelait Maintenant. Je l'avais un petit peu préparé. Puis là, pardon pour tout à l'heure. puis la radio, puis la télé. Alors la différence entre tous ces médias, puisque finalement vous étiez toujours un petit peu dans un domaine culturel, la différence entre ces médias, est-ce qu'aujourd'hui vous avez finalement, vous considérez qu'à la télé il est possible de faire aussi bien des émissions culturelles qu'à la radio ou dans la presse écrite, ou est-ce que c'est encore plus difficile, est-ce que c'est un défi plus important ? Franchement, pour moi, je pourrais bannir le mot culturel. Tout est culturel. Je vois pas pourquoi on en fait un plat. Il y a des émissions culturelles qui ont fait d'énormes audiences, à des heures de grande écoute, au contraire de ce qu'on dit. Je sais pas moi, Laurent Ruquier, quand il était à 19h sur France 2, il invitait des journalistes, pardon, c'est un lapsus significatif, il invitait des écrivains, enfin des gens qui avaient écrit des livres, il invitait des chanteurs, il invitait des acteurs, etc., etc. Il y avait une grosse audience. C'est une émission culturelle. Dès l'instant où vous faites parler les gens de la culture, on peut qualifier ça d'émission culturelle. Quelle importance qu'une émission soit culturelle. Qu'est-ce qui fait qu'une émission culturelle est forcément plus intéressante, plus importante que les autres ? Rien. Pour moi, il y a des émissions qui sont exigeantes, ambitieuses, inventives, innovatrices, intelligentes, drôles, etc., etc. Qu'elles soient culturelles n'impliquent rien de tout ça. On peut faire des émissions culturelles complètement stupides, on peut leur poser des questions débiles, avoir des réponses stupides, etc. On peut s'ennuyer à mort. Donc tout ça n'a pas d'importance. C'est pas important que ce soit culturel ou pas. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait des émissions culturelles. Paris Dernière, au fond, c'était une émission culturelle, mais je l'ai jamais vécu comme ça. Et aujourd'hui, Ce soir ou jamais, il y a plein de gens qui considèrent que finalement, c'est pas une émission si culturelle que ça, puisqu'on y parle de la crise économique, puisqu'on y parle de Vladimir Poutine, et on y parle aussi, c'est vrai, de Gérard Depardieu ou de Catherine Deneuve. Mais après tout, voilà, c'est une émission, c'est un certain type d'émission. Donc, je pense que la culture est partout, aussi bien dans la presse, à la radio, à la télévision. Elle est souvent là où on la croit pas. Et en fait, au fond, je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça n'a rien de déterminant. Voilà. Alors, par rapport à l'émission Paris Dernière sur laquelle on est revenu, moi j'avais une question qui m'a, enfin en tant que spectateur en fait, puisque vous parliez aussi tout à l'heure de l'envie de retrouver le côté un petit peu improvisé de la rencontre sur le plateau de Ce soir ou jamais, ce que vous aviez donc à Paris Dernière. Moi je me suis souvent posé la question de savoir comment était préparée cette émission Paris Dernière, puisqu'on on vous voit pas, mais on voit la caméra se promener dans Paris comme ça, arriver dans des endroits toujours un petit peu insolites ou étranges. Enfin, comment est-ce que cette émission était préparée ? Exactement comme vous préparez vos soirées. C'est-à-dire, quand vous préparez votre soirée, vous vous dites, tiens, d'abord je vais aller là, ensuite je vais aller là, puis là je retrouverai un tel, et puis peut-être qu'on finira à tel endroit avec machin. Et bah pareil. Donc je savais que j'allais voir un tel à tel endroit. Parfois, comme j'étais en retard, un tel changeait d'endroit.
ou alors j'allais dans l'endroit et un tel n'y était plus, etc., etc. C'est une émission où il y avait finalement une énorme part d'improvisation. Tout était prévu et en même temps, il y avait 30% de ce que vous alliez voir dans l'émission qui ne l'était pas. Non, enfin, ce que j'appelle tout était prévu, c'était mes rendez-vous avec un tel à tel endroit. Mais après, vous saviez jamais ce qui allait se passer, puisque fatalement, c'était une émission ouverte. Donc ça veut dire une émission où n'importe qui pouvait rentrer. Alors parfois des gens connus comme des gens inconnus. Donc voilà, c'était à la fois très préparé, parce que vous préparez une soirée comme ça, c'était tourné en une seule nuit. Donc vous aviez beaucoup de préparation. Mais en fait, ça tenait tellement à un fil, qui est celui de la réalité, du hasard, donc des coïncidences, de l'imprévu, que je vous dis, à la fin, vous aviez 30% au moins des gens, des endroits, de ce qui se passait, qu'on n'aurait jamais imaginé. Alors que sur... Ouais. On sait pas qui c'est. Alors, lorsque j'ai parcouru votre biographie, je me suis aperçu aussi d'un quelque chose qui m'a étonné, c'est qu'en fait vous avez commencé donc avec le magazine Maintenant à l'âge de 30 ans. Et je me suis posé la question de savoir ce que vous aviez fait avant. Je me la pose aussi, à vrai dire, aujourd'hui. Je suis un peu dans l'incapacité de vous répondre. D'abord parce qu'on m'a si souvent posé la question maintenant que j'ai une réponse toute faite. Donc à force, c'est le problème d'ailleurs de la plupart des interviews, vous apercevez que vous avez des réponses toutes faites, c'est la langue de bois à la fin. Donc ma réponse toute faite, c'est de dire que pendant 10 ans, j'ai fait ce que je voulais, ce qui est vrai. Qu'au fond, ce sont ces 10 ans de dilettantisme, de tourisme, qui m'ont fait ce que je suis aujourd'hui. Et que ça m'a beaucoup inquiété quand j'avais 28 ans. Je ne la ramenais pas vraiment parce que je me disais, merde, quand même, j'ai toujours rien fait. Et mes copains commençaient à se demander s'ils n'allaient pas être obligés de me payer mes cigarettes jusqu'à la fin de mes jours. Et puis finalement, c'est de cela que je vis aujourd'hui, de cette fantaisie, de ce tourisme que j'ai fait, que j'ai pratiqué pendant 10 ans. Donc vous dire ce que je faisais exactement, je ne me souviens pas. C'est des longues vacances. J'ai rien fait d'illégal, j'ai rien de particulier à cacher, mais je ne sais pas comment je faisais. Souvent je me dis qu'est-ce que j'aimerais m'arrêter de travailler. Moi, si vous me donnez, je sais pas, entre 5 et 10 millions d'euros, j'arrête tout. C'est que je m'en fous de la célébrité, je m'en fous de tout. Vous ne travaillez pas uniquement pour la célébrité? Je ne travaille surtout pas pour la célébrité. Mais je veux dire par là que je ne travaille pas non plus seulement pour l'argent, mais quand même un peu. Vous voyez. Alors j'aime beaucoup ce que je fais, mais je le fais parce que je suis obligé de le faire. Parce qu'à un moment, il faut bien se mettre à travailler pour vivre, et pour faire vivre même ses enfants. Mais j'aimerais beaucoup m'arrêter. Est-ce que je saurais de nouveau ne rien faire, comme j'ai su ne rien faire pendant 10 ans, tout en étant très occupé? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on a tous 20 ans, donc alors est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter alors de pas exactement savoir ce qu'on veut faire, ou est-ce que puisque c'est finalement de ces 10 années entre votre 20e année et votre 30e année où vous avez eu cette période un petit peu comme liberté. Ça ne veut pas dire que je ne savais pas ce que je voulais faire. Ça veut dire aussi que parfois on ne fait pas ce qu'on voulait faire, parfois on fait mieux, parfois on fait moins bien. Je ne sais pas ce que j'attendais pendant cette période. Ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que quand on hésite sur ce que l'on va faire, il faut se concentrer sur ce pourquoi on est le plus doué. Et on ne le sait pas forcément. Peut-être que finalement, de toutes les choses que j'avais envie de faire, ce pourquoi j'étais le plus doué, c'était finalement quelque chose que je n'avais pas spécialement envie de faire, à savoir de la télévision. Mais quelque chose que j'aime énormément faire depuis que j'en fais. Et donc voilà, vous savez pas fatalement ce pourquoi vous serez le plus doué, mais c'est ça qu'il faut faire. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Je vous en prie.